À la suite de la vidéo sur les renards chassant les campagnols, j'ai mis en place l'idée de maladies, notamment l'échinococose. Sans être parano, on peut se poser la question des différentes poisons qu'on peut retrouver à l'état naturel et leur dangerosité. Le but de la vidéo n'est pas de montrer que la nature est bien ou mal en soi, mais de montrer que divers poisons assez puissants existent dans la nature. Ces connaissances permettent de limiter le risque. Alors en forêt, lorsqu'on va se promener, on peut être en contact de divers animaux ou plantes présentant soit des maladies, soit des poisons. L'une des principales maladies médiatisées ces dernières années, la maladie de Lyme, qui va être transmise par la tique, mais la tique transmet également d'autres maladies. Alors, c'est une maladie très invalidante, difficile à déceler. Donc pour revenir à la vidéo précédente, on peut voir également l'échinococose, qui est une maladie grave à un ver, qui va être transmis par exemple depuis un rongeur à un renard ou un chien, puis transmis à l'homme. Assez rare, qui touche surtout l'est de la France et qui peut mettre des années à se développer et qui est expulsé par les excréments, présents dans les excréments de renard. Donc il existe d'autres maladies et plus tard je parlerai également que les plantes sauvages peuvent avoir des effets bénéfiques. Alors déjà on va parler d'une plante toxique, un arbre toxique, l'if, qui est très toxique, qui a servi notamment au Moyen-Âge à la confection d'arcs, qui est également un remède dans certains cas. La cueillette des fleurs peut présenter un risque, puisque des plantes sont assez toxiques, comme la digitale. Alors en parenthèse, j'ai mis souvent la plante et la molécule qui est en jeu. Donc des fois il y a plusieurs molécules, des fois c'est une famille particulière. Si vous souhaitez récolter vos céréales, vous pouvez être exposé à différents agents pathogènes. Donc généralement il s'agit de champignons, de moisissures, qui vont émettre des mycotoxines sur la récolte. Donc ces mycotoxines parfois sont influencées soit par la présence dans un champ ou au stockage, notamment si les conditions d'humidité ne sont pas respectées. L'un des cas les plus connus, c'est l'ergot du seigle, donc il touche essentiellement le seigle, mais il peut toucher le blé, et ça va occasionner des troubles pour les gens qui ont consommé ce seigle, un paranoïa notamment, et donc qui a servi notamment, on a une molécule assez proche qui est une drogue récréative à effet à peu près similaire, c'est le LSD. Donc il y a un cas en France, comme à Pont-Saint-Esprit, où en 1951, un village entier a été contaminé. Donc il y a plusieurs théories qui existent. Certains vont dire qu'il s'agit du pain du boulanger contaminé à l'ergot du seigle, certains près des expériences de l'État ou d'agences secrètes. Donc il y a différents reportages, différentes théories. Un des dangers également dans une récolte, ça va être la présence de graines toxiques. Donc le datura par exemple, qui est de la même famille que la pomme de terre, la tomate, et qui comporte de nombreuses espèces toxiques. Hein. Il faut rappeler que la pomme de terre crue est toxique, que l'aubergine crue également, que les feuilles de tomate sont toxiques. Donc c'est des nombreux alcaloïdes toxiques. Et donc le datura, c'est une plante qui peut être hallucinogène également, et qui peut, pour un agriculteur, se voir refuser sa récolte à la coopérative s'il est décelé. Donc la gestion du datura, par exemple, est assez difficile en agriculture biologique, puisqu'il n'existe pas d'herbicides bio-sélectifs. Donc l'arrachage se fait manuellement ou à l'aide d'outils, et parfois des rotations sont nécessaires, ou des couverts végétaux. Donc on peut voir sur une chaîne agricole, sur la chaîne YouTube de la chaîne agricole, un agriculteur qui montre des plants de datura et qui va les arracher un par un pour éviter de les retrouver dans la récolte. Dans la nature, on peut également confondre de nombreuses plantes. Donc les confusions assez fréquentes, c'est confondre les apiacées, la fleur de carotte,
avec la ciguë. Donc il existe différents types de ciguë, la plus toxique étant la grande ciguë, tristement célèbre par le biais du philosophe Socrate qui a été condamné à mort à boire une solution de ciguë, donc qui contient de nombreux alcaloïdes. L'ail des ours également peut être également confondu avec des plantes qui sont très jolies mais très toxiques, comme le colchique ou le muguet. Les lauriers peuvent être également confondus, donc ils n'ont pas du tout le même but. Le laurier sauce était plutôt alimentaire, alors que le laurier rose est très toxique. Les champignons sont une source de confusion et de toxicité assez importante. Parmi les plus toxiques, on peut citer les amanites, tumouches ou phalloïdes, qui contiennent des agents assez toxiques. D'autres confusions peuvent être faites, comme l'agent cyan confondu avec le vérâtre. Donc là, je vous conseille fortement la chaîne de Passion animale et végétale, qui, pour la plupart de ces plantes, comme la ciguë ou l'ail des ours, va mettre en place la comparaison avec les plantes toxiques et les plantes non toxiques. Donc je vous conseille vivement sa chaîne. Pour préciser, certaines personnes conseillent pour lutter contre les dorifores de planter du ricin ou du datura entre ces rangs de pommes de terre. Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée, car ce sont des plantes qui peuvent être mortelles et qui peuvent soit contaminer le champ d'à côté, ou également contaminer son propre potager. Il existe d'autres méthodes sur les dorifores en agriculture biologique, comme une sous-espèce de bacillus. Dans les contaminations possibles dans les milieux naturels, on peut avoir la bioaccumulation, donc c'est soit les végétaux qui seront plus ou moins aptes à capter des métaux lourds. Il existe des méthodes de décontamination pour extraire les métaux lourds d'un sol. Les animaux peuvent bioaccumuler des métaux lourds. Alors généralement, plus on va monter dans la chaîne alimentaire, plus les animaux vont concentrer des solutions importantes de mercure, de plomb. C'est le cas par exemple du saumon, qui est au sommet de la chaîne alimentaire et qui est pourtant un poisson très intéressant, riche en vitamine D, car c'est un poisson gras, et également riche en oméga 3, mais qui a tendance à concentrer énormément de saumon. Donc parfois il est conseillé, par exemple pour les femmes enceintes, de limiter la consommation, car il peut contenir du mercure, tout comme les plombages qui ont été mis en place depuis de nombreuses années avec des amalgames au mercure. Alors là, je vais rentrer dans les plantes ou les animaux les plus en plus toxiques. Donc toxicité qui va être mesurée généralement avec la DL50. Donc on a les serpents qui peuvent, si vous marchez sur un serpent, la morsure de serpent avec le venin. Les cas radioactifs, si vous habitez dans certaines régions de France, il peut avoir une concentration de radon assez importante. Les vieilles peintures et les vieilles canalisations étaient en plomb. Donc là, je vous conseille la vidéo de ma chaîne autonome qui montre, je sais plus si c'est un évier ou qui était peint au plomb. Donc autre plante, alors pas forcément, je vais pas montrer forcément des plantes uniquement en France, mais la noix vomique, donc Nux vomica, qui également très toxique. Et là, on va monter de plus en plus fort. Donc un des poisons utilisés couramment dans les romans d'Agatha Christie, le cyanure, qui est présent dans les pépins ou les noyaux. Donc on en retrouve dans les pépins de pommes, le manioc. Donc, certains, comme le manioc, il faut parfois des préparations alimentaires. Et les intoxications en mangeant des noyaux ou des pépins est surtout est rare, car il faut vraiment le faire exprès de manger plusieurs noyaux ou dizaines de noyaux pour se contaminer. Certaines lianes comme le curare sont également toxiques et elles ont un effet paralysant. Donc on va arriver à un poisson qui est pêché au Japon, d'après mes recherches, et qui doit être cuisiné d'une certaine façon pour ne pas émettre un poison assez fort. Autre substance utilisée dans les jardineries, le tourteau de ricin, qui contient de la ricine, qui est une substance extrêmement toxique, et qui peut, si cet engrais n'est pas enterré, attirer les chiens qui vont le manger et mourir. Donc je crois qu'il n'y a pas d'antidote
pour le ricin. Mais on verra que ça peut être également une plante intéressante, le ricin. Et on arrive à ma connaissance, la bactérie la plus puissante, qui a la DL50 la plus faible. Il s'agit de la bactérie responsable du botulisme, Clostridium botulinum, qui est parfois présent dans les mauvaises stérilisations, les charcuteries, les salaisons, mauvaises salaisons. Donc surtout à usage familial, car au niveau industriel c'est extrêmement contrôlé, c'est très codifié. Donc je vous mettrai quand même des images en plus. Donc là je voulais le mettre en présentation, mais dans les différents types de poisons. Alors là j'ai mis des idées qui me sont venues comme ça, il n'y a pas forcément de construction très élaborée, mais il faut différencier les effets court terme, qui sont souvent mesurés avec la DL50. C'est la dose qui va tuer 50% d'une population. Alors c'est généralement testé sur des souris ou des rats en laboratoire. Et là on va être sur un caractère plutôt aigu. On peut également regarder l'exposition à long terme. Donc exposition chronique, avec par exemple une substance qui va pas tuer directement, mais un usage prolongé qui va avoir des incidences, par exemple sur la croissance, la reproduction, les organes, et qui peut à la longue générer des maladies, donc soit des décès précoces, soit des traitements qui peuvent être lourds ou coûteux. Autre notion intéressante à comprendre, c'est l'effet du synergie, effet cocktail. C'est que parfois, des fois, ce n'est pas une somme au final, mais il y a quand même un effet multiplicateur et que individuellement les produits peuvent être assez peu dangereux et au final ensemble faire un cocktail assez dangereux. Donc il y a d'autres notions pour l'environnement comme les réménances, ça va être la persistance d'un produit dans le temps, la dégradation, que ce soit dans l'environnement. Est-ce que c'est un produit qui se dégrade, qui va s'accumuler? Donc s'il s'accumule, est-ce qu'il y a des paramètres comme le pH, qui peut la quantité d'eau, qui peuvent intervenir, et également les sous-produits d'une dégradation, les métabolites, qui sont parfois plus toxiques que le produit initial, et les contaminations diverses. Donc là, j'ai rassemblé les substances synthétiques et naturelles. La notion de risque est également importante à prendre en compte. Elle est parfois intégrée dans le management de risque des entreprises, avec le risque qui comprend le danger, la probabilité d'un événement, la gravité, l'acceptabilité. Donc après, il y a une question de dose. Donc des produits plus ou moins dangereux, la dose à laquelle on est exposé, le degré d'exposition. On peut également voir le bénéfice-risque, un produit qui est intéressant mais qui a également un risque, et donc il faut faire la balance des deux. Les connaissances actuelles qui sont sans cesse en évolution, certains produits naturels qui étaient considérés comme des soins et aujourd'hui comme des poisons. Donc dans le passé, on a utilisé par exemple, parfois on a inventé des substances radioactives, on a utilisé parfois des plantes comme la consoude aujourd'hui sont étudiées pour voir s'il n'y aurait pas d'effet sur le système digestif. Donc c'est également l'exposition qui va faire le tout. Donc pour revenir à la DL50, on voit qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc là c'est la page Wikipédia, mais il y a également d'autres sites. Donc par exemple, on peut classer des produits qui peuvent être nécessaires à l'homme, mais à une fourchette donnée. Dépasser cette fourchette, il peut être nocif. Et sous cette fourchette, l'homme est en manque. Donc c'est le cas des vitamines et minéraux, par exemple. Donc pour les minéraux, on peut avoir un déséquilibre osmotique, donc qui peuvent même entraîner la mort. Dans les substances, on a même l'eau, la vitamine C, et dans les substances les plus toxiques, on a, comme rappelé, la toxine botulique. Et donc il y a également des substances plus ou moins synthétiques. Alors d'autres substances qui peuvent être toxiques, alors consommer régulièrement, le café avec la caféine, on pense aux boissons énergisantes. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, alors parfois il y a certaines théories que une personne habituée à un léger poison va s'adapter légèrement, mais il faut garder quand même un seuil de toxicité
le pavot à opium. Alors là, j'ai mis différentes substances, soit drogue, soit qui sont utilisées, le tabac, la nicotine, le sel de table, hein, qui est également toxique. Et donc là, j'ai mis même le monoxyde d'hydrogène, H2O, donc l'eau, qui peut être toxique, qui peut tuer, soit par son manque, la déshydratation, soit par une consommation excessive, qui peut entraîner une hyponatrémie ou un coma hydraulique, hein, donc ça peut entraîner la mort. Et ça peut être courant, par exemple, pour les sports, les gens exerçant un sport d'endurance, le marathon. Et donc c'est parfois lié à l'eau, mais également aux minéraux à l'intérieur qui vont créer un déséquilibre, des différentes balances au niveau des minéraux du corps. Et c'est pour ça que il est conseillé de boire par petits, lorsqu'on va courir, par petites gorgées, avec parfois des boissons isotoniques, et qu'il ne faut pas se forcer à boire des dizaines de litres d'eau si on n'a pas soif. Ça peut même entraîner la mort. Alors, pour revenir au poison, il n'y a pas tout à ajouter dans les poisons. Donc il y a une phrase célèbre d'un alchimiste suisse, alors ça doit être le 16e siècle, du 16e siècle, Paracels, qui va dire tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc là, j'ai essayé de reprendre les molécules et les plantes toxiques qui peuvent être, dans certains cas, synthétisées ou extraites, utilisées à très faible dose et qui peuvent soigner des maladies. Alors l'IF, qui peut être utilisé dans les cas de cancer. Au niveau de la colchique, on a la colchicine, donc qui peut être utilisée pour le traitement contre la goutte, et qui était, il y a déjà longtemps, utilisée pour des expériences génétiques, notamment végétales. Et ça a une incidence sur les chromosomes. Le curare, oui, alors parfois c'est des substances qui sont maintenant synthétisées ou modifiées dans les anesthésies. Donc la toxine botulique pour le botox en application locale pour la chirurgie esthétique, la digitale pour créer des maladies au niveau contre les maladies cardiaques. Donc au niveau cardiaque, on a également le gui. Le pavot, donc il y a différents types de pavots. Il y a le pavot de Californie qui peut faire des tisanes somnifères. On a le pavot à opium. Et le pavot a de nombreuses vertus contre la douleur, mais également contre la toux. Donc il y a différentes substances qui sont extraites du pavot. Donc la codéine ou la morphine, on a également l'héroïne. Donc faut attention car c'est des substances qui créent des accoutumances extrêmement fortes. Au niveau des plantes qu'on peut considérer parfois comme nocives, elles sont parfois utiles. Alors le chanvre qui a été longtemps utilisé en agriculture pour la fabrication d'habits ou de cordes, de ficelles. Aujourd'hui, de nombreuses recherches ont été effectuées au niveau médical contre la douleur, par exemple. Et ça peut constituer un très bon isolant et une très bonne source de paillage. Mais il faut savoir aujourd'hui que le chanvre, donc il y a plusieurs cultivars, mais c'est très réglementé. Si un agriculteur veut mettre du chanvre dans son champ, il est obligé de faire des déclarations en préfecture, en gendarmerie, en sectionnant des variétés dans une liste. La production doit être contrôlée, la destination. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui. Au niveau du ricin, qu'on citait comme plante très toxique, l'huile a de nombreuses vertus. Alors les plus connues, c'est elle va aider les fanères. Donc les fanères, ça va être les cheveux, les ongles, les cils, sourcils à pousser. C'est une très bonne huile moteur. Donc elle a été utilisée couramment dans les moteurs de voitures de compétition. C'est une huile très visqueuse. C'est une huile extrêmement purgative. Donc en cas de constipation. Donc souvent l'huile est quand même par précaution filtrée pour retirer la ricine, les restes de ricine. Alors je sais pas si j'ai pas regardé si la ricine était liposoluble, mais faut que je regarde, je regarderai peut-être. Donc quand on a vu tout ça, on va devenir paranoïaque, mais nous montrer que même si on ne va plus du tout dans la nature, on voit que l'homme a créé de nombreuses inventions fantastiques mais très dangereuses. Les escaliers hein, qui causent des morts chaque année, la roue, le moteur thermique avec les gaz à effet de serre. Donc également il y a de nombreuses perturbateurs endocriniens de synthèse. Donc là c'est vraiment
les perturbateurs endocriniens, ils vont souvent agir comme une hormone. Ils vont mimer une hormone et en fait, une hormone, ça agit à très petite dose et c'est pour ça qu'il y a un très fort danger. Donc il existe également des perturbateurs endocriniens naturels. On en a par exemple dans le soja. Donc il y a une question de dose, de type de perturbateur endocrinien. Donc des produits de synthèse également rémanents. Donc il y a un reportage que j'ai regardé une fois sur le fluor. Donc PTFE, le téflon. Je vous mettrai le lien. L'utilisation de plus en plus forte des nanoparticules. Donc par exemple, il y a des controverses sur le dioxyde de titane et également les modes de vie récents des populations occidentales, sédentarité, obésité avec l'apparition de foie gras, le stress, les différentes dépendances. Et pour en revenir aux vitamines, j'avais vu un document que il y avait la réapparition de maladies qu'on pensait éradiquer, comme le manque de vitamine C, qui est appelé le scorbut pour les gens qui consomment uniquement du fast-food et qui ne mangent plus du tout de fruits et des légumes. Alors pour finir cette vidéo, j'ai noté des points que je n'ai pas abordés en vidéo car j'ai pas pu penser à tout. Et plus je monte cette vidéo, là je suis en train de la monter, et plus je vois que j'ai oublié des points. Il est possible aussi que je commette des imprécisions ou des oublis. Donc dans les poisons que j'ai pu oublier, je vais pas parler de l'arsenic, dans certains cas l'aluminium. On peut voir sur le livre de Dominique Zoellner les différentes liaisons dans le sol pour former un complexe argilo-humique, et notamment les formes de le lien entre les anions et cations. On va voir ici que l'assimilabilité des éléments des minéraux va être variable selon le pH, et que plus le pH va être faible, par exemple, on voit ici que l'aluminium échangeable va être importante, et donc ça va créer, par exemple, la mort des végétaux. Et donc ici on voit une personne qui a remonté son pH de son sol. Voici pour l'exemple de l'aluminium dans le sol avec le complexe argilo-humique et le pH. Donc il est utilisé pour beaucoup de choses, l'aluminium. Pour les moustiques, j'ai oublié d'en parler, mais c'est un vecteur de nombreuses maladies, dont l'une des principales, le paludisme. Donc il y a d'autres maladies. Je vais pas parler également des risques dans un potager. Si vous avez par exemple des coloquintes, et citrouilles et courgettes, il y a un risque de pollinisation croisée dans cette famille, avec des pollinisateurs qui vont prendre coloquinte qui est amère et toxique, faire un croisement avec des courges ou des citrouilles, ou encore consommer des coloquintes qui sont toxiques. Donc là, je vous mets des exemples. A l'inverse des problèmes liés à la nature, on peut avoir, dans la dernière partie de la vidéo, j'ai oublié de parler des problèmes de surdose de médicaments qui sont assez fréquentes, donc notamment le paracétamol, qui est un médicament qui, pour la plupart, semble sans danger, mais en fait, dépasser la dose peut être très toxique pour le foie. Après, il y a d'autres précisions que je vais insérer dans la vidéo, comme le fait que maintenant la maladie de Lyme peut, dans certains cas, être considérée comme une maladie professionnelle. Dans les utilisations possibles des poisons, alors là je vais citer des domaines que j'ai oublié de citer. Dans les préparations homéopathiques, alors là moi je donne pas mon avis sur l'efficacité ou non de l'homéopathie, mais il y a beaucoup de gens qui confondent l'homéopathie avec la phytothérapie. Dans l'homéopathie, on n'utilise pas seulement des produits végétaux, on peut utiliser animaux ou minéraux. Donc par exemple la noix vomique, Nux vomica. Après, j'ai dû en parler un petit peu, mais le roi grec Mithridate, qui a donné le terme mithridatisation. Donc c'est le fait de consommer des petites doses. Alors lui, c'était pour se prémunir contre un risque d'empoisonnement, de doses de poison régulièrement en augmentant légèrement les doses. Et donc ça a donné la notion notamment d'allergie, pour combattre les allergies, d'augmenter de se mettre progressivement en présence d'allergènes pour augmenter la tolérance. Donc voilà un exemple. En agriculture, on utilise des poisons végétaux ou qui sont pas forcément toxiques pour l'homme, mais pour les végétaux. Donc ici, on a dans les produits bio. Alors, je vais faire un essai cette année en parlant de l'homéopathie. Je donnerai mon avis dessus sur une autre vidéo, peut-être. J'ai voulu tester quelque chose qui était
censé être très réputé contre la lutte contre les dorifores. Donc c'est des dorifores qui ont été euh, capturés, macérés dans de l'alcool et extrêmement dilués. Et c'est censé repousser les dorifores. Donc je parlerai, pour vous parler de mon avis sur ce sujet. Dans les pesticides bio naturels, on a le pyrètre végétal, donc, qui est issu d'une sorte de plante qui ressemble au chrysanthème, euh, et qui va faire un produit qui est assez dangereux quand même, et qui peut tuer des abeilles. Donc, et qui a servi comme base pour fabriquer des insecticides, par contre synthétiques, les pyrétrinoïdes, qui sont extrêmement dangereux, encore plus que les pyrètres. Donc là, c'est encore assez rapidement dégradable, dans ce cas-là. Et un autre insecticide extrêmement utilisé, l'un des plus utilisés en agriculture biologique, c'est le BT, Bacillus thuringiensis. Donc là, c'est la forme qui tue la plupart des chenilles pyrales du buis, par exemple. Et c'est pas du tout le même qu'on utilise. C'est pas la même sous-espèce qu'on utilise pour les dorifores. Je parlais de dorifores à un moment sur le Datura alricin. Et c'est pas la même sous-espèce. La sous-espèce qui sert pour les dorifores, c'est une espèce qui n'est pas autorisée pour le jardinier amateur, uniquement pour les agriculteurs ou les maraîchers professionnels. Donc voilà pour les pesticides bio. Je mettrai un extrait de vidéo sur. J'avais fait un extrait de vidéo sur les pesticides bio. Le sel comme désherbant, donc je vais en parler peut-être, mais il est souvent mentionné comme un remède de grand-mère. Sauf qu'on a vu que le sel, ça pouvait à la longue être assez néfaste pour le sol, donc notamment en augmentant la présence de minéraux NaCl, et donc on en parle même dans ce livre, où l'un des risques, ça va être la salinisation des sols, notamment par irrigation à l'eau qui contient des minéraux, mais ça peut être par l'évaporation, le TP, qui va favoriser ce phénomène. Et donc ce remède de grand-mère, par exemple le sel, on a vu qu'il pouvait être même toxique pour l'homme, il était souvent surconsommé, est utilisé avec précaution, avec parcimonie, alors je l'ai noté, car le sel va à la longue un peu stériliser entre guillemets votre sol. Et donc c'est une utilisation qui peut être faite sur une faible surface ou avec peu de répétitions. Si vous en mettez toutes les semaines, vous allez complètement modifier votre sol. Donc j'en parlerai du sel car ça peut être une technique sur ma liste de vidéos sur le dessouchage naturel. Donc certains conseillent d'introduire du sel sur les souches pour détruire la souche. Donc j'en parlerai, je donnerai mon avis. Et donc dans les méthodes bio, de poison bio on va dire, on va voir également différentes notions qui sont en jeu comme les intérêts économiques. Est-ce qu'il existe des alternatives? Est-ce que si on utilise un produit bio, quels sont les emplois qui sont générés derrière? Est-ce qu'il existe des alternatives moins toxiques ou est-ce qu'il n'existe aucune alternative ou beaucoup trop coûteuse? Donc c'est des choses à aborder qui sont très intéressantes à aborder. Donc au niveau des poisons bio, alors je parlais de ce livre qui est très intéressant, c'est le Petit Larousse des plantes qui guérissent, avec des plantes qui sont soit classées avec de petites feuilles, qui signifie est-ce que c'est un usage traditionnel est avéré par des études scientifiques, et la tête de mort, c'est une plante toxique, voire mortelle. Là, on voit là. C'est plus ou moins la réputation des plantes, avec plus ou moins toxique, plus ou moins vérifié, ou usage traditionnel. Alors j'en parlais, par exemple, je parlais de la consoude, j'ai dû parler de la consoude de la vidéo, qui, alors là, c'est dans l'introduction du livre, dans la mise à jour, où les auteurs parlent de cette consoude qui était autrefois conseillée d'utilisation par voie interne, c'est-à-dire dans l'alimentation. Et aujourd'hui, de nombreuses recherches assez récentes mettent en cause cette pratique, notamment par des molécules hépatotoxiques. Alors je l'ai noté ici, la consoude qui contient, mais ce n'est pas la seule, des alcaloïdes pyrrolizidiniques qui, dans le foie, seront transformés en dérivés pyrroliques
Et donc ceux-ci sont assez toxiques, même très toxiques, et qui peuvent créer des maladies véno-occlusives hépatiques, donc qui peuvent être à la longue donner des sortes de cirrhose. Et donc cette maladie est assez difficile à déceler car c'est une maladie lente. Mais on voit bien que l'auteur précise que la consoude est une plante à utiliser avec précaution par voie interne. Alors par voie externe, la consoude par contre est une très bonne plante cicatrisante qui est utilisée par cicatrisation pour les fêlures, pour beaucoup de problèmes. Et apparemment, d'après les dernières recherches, on n'aura pas trop de risques par voie externe car ces alcaloïdes ne vont pas traverser trop fortement la peau, mais par voie interne, il est déconseillé d'en manger trop de consoude ou trop. Il y a la notion de répétition. Est-ce que c'est souvent? Quelles sont les quantités? Donc, est-ce que si c'est une feuille ou est-ce que c'est une salade entière? Donc, dans ce livre, on en parle. Donc, on voit bien parfois les deux points de vue, l'usage traditionnel et les recherches scientifiques. Donc, qui peuvent soit affirmer, soit infirmer les connaissances. Et on voit aussi que des fois, sur certaines plantes qui n'ont pas d'intérêt pour l'industrie pharmaceutique, on ne met pas des études coûteuses, car c'est très coûteux une étude scientifique, alors que des plantes sont parfois réputées, ont tellement d'usages traditionnels qu'elles sont utilisées de façon régulière. Donc on peut avoir la même chose ici, l'auteur cite après les cas du millepertuis. Alors je ne sais plus où le cite. Voilà, le millepertuis, qui est considéré comme un excellent antidépresseur, extrêmement vendu. Ici, il cite l'exemple de l'Allemagne où il est très consommé. Par voie externe, par l'huile, il est aussi un excellent moyen de lutter contre la douleur. Par contre, le millepertuis, il est suspecté et même il est contre-indiqué lorsqu'on prend d'autres traitements car il va interagir avec les médicaments. Alors voici les listes des médicaments avec lesquels il va interagir, que ce soit les médicaments pour l'asthme, pour les maladies cardiaques, les antiviraux, les contraceptifs, donc la pilule, de nombreuses plantes. Donc l'auteur considère que c'est tout à fait normal que la plante puisse intervenir, car si elle possède des molécules actives, et si elles sont par définition actives, c'est qu'elles peuvent interagir avec d'autres molécules. Donc c'est normal que l'auteur dise qu'il y a des précautions à prendre, et qu'une plante, parfois, peut être considérée comme un médicament comme un autre, car elle possède des molécules actives. Donc ça veut dire, en final, in fine, l'efficacité de certaines plantes assez importantes. Donc on a ces cas-là, et il va citer également le principe de précaution, parfois qui va trop loin, qui considère que même dans le zeste de citron, on peut avoir des molécules qui sont toxiques, et l'auteur va même proposer une hypothèse comme quoi l'homme aurait naturellement besoin d'éléments légèrement toxiques pour le renforcer et provoquer une réaction du corps. Donc c'est des thèses qui peuvent être mises en place. Donc quand on parle de toxiques, on ne parle pas de produits mortels, mais que même dans nombreux produits qu'on consomme au quotidien, que ce soit les épinards, le citron, les haricots verts, et de nombreuses plantes, il y a des molécules qui sont toxiques et que l'homme a consommé depuis des millénaires. Et en fait, il n'existerait quasiment pas, si on recherche bien, des produits qui sont complètement inoffensifs. On a vu tout à l'heure que la dose faisait le poison et que n'importe quel produit consommé avec excès pouvait être nocif. Donc on pouvait voir, c'est pour la classification des médicaments dans les listes plus ou moins sans avis médical, conseillé, déconseillé et bénéfice-risque. Donc la liste A, la liste B. Et là, par exemple, on peut voir l'exemple de la réglisse qui, par excès, a tendance à accroître la tension artérielle. Donc, dans les sources intéressantes que je peux citer, je vous conseille les vidéos et la chaîne et le site de Christophe Bernard, qui est un herboriste extrêmement compétent, qui a énormément de compétences. Je vous conseille, moi je m'utilise ce livre, donc il n'est pas parfait, on pourrait en parler. Il a des défauts, mais il est extrêmement bien. Je vous ai conseillé dans la vidéo La chaîne agricole, qui a des très bonnes vidéos. Et on voit notamment la vidéo sur le Datura. Passion animale et végétale, qui va faire la distinction sur certaines vidéos des plantes toxiques avec la confusion possible avec des plantes très nocives et ou au contraire alimentaires. Et je vous mettrai un extrait de vidéo sur ce que j'avais fait sur les pesticides bio.
Voilà, donc j'ai sûrement oublié des choses. Je peux pas. Si jamais j'ai fait des erreurs, vous me le mentionnez en commentaire. Par contre, je pourrais pas conseiller plus. Je pense que j'ai mis quand même assez d'informations. Voilà pour cette vidéo. Au niveau des engrais et des pesticides, alors c'est noté, je n'utilise que le vinaigre et le bicarbonate de soude. Donc là, c'est quelque chose d'important. Et moi, c'est un raisonnement que je me pose tout le temps, et que des fois, certaines personnes ont du mal à comprendre, c'est que pour moi, c'est pas parce que c'est naturel ou bio que c'est inoffensif. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas. Déjà, il y a des gens qui me disent, ah bah je fais du bio, je mets pas d'engrais. Alors là, je trouve que c'est une erreur. En fait, quand on va prendre une plante, on va faire du prélèvement. On va prélever, on va prélever. Donc on va prélever des éléments qui étaient dans le sol et qui ont servi à faire la plante, et on va les prendre. Donc si vous mettez rien en échange et vous prenez tout le temps, la boucle, le système est complètement déséquilibré, il va s'appauvrir. Donc en fait, c'est parce qu'on va intervenir, on va prendre quelque chose qu'on va. Si après vous restituez pas, que ce soit du fumier, des engrais naturels, on va déséquilibrer le système. Donc il y a des systèmes qui sont complètement autonomes. Par exemple, vous êtes dans une forêt naturelle, l'arbre va faire des feuilles, les feuilles vont retomber au sol, qui va permettre de faire une dégradation par les animaux, la faune, la flore, et puis ça va faire une boucle, ça va être parfait. Donc, mais après, la plupart du temps, quand l'homme va intervenir, bah, on va prendre des plantes pour les manger. Donc il faut restituer après, que ce soit le terreau, le fumier, les déchets des légumes, les épluchures. En plus, il y a quelque chose aussi à noter, c'est que quand on va intervenir, on va gratter un peu la terre. Il peut pleuvoir très fort, donc on peut avoir des pertes, des lessivages. Donc le système ne sera plus parfait. Donc après, on va faire des systèmes peut-être plus autonomes, plus vertueux. Alors on peut parler d'agroforesterie, permaculture, en faisant intervenir notamment l'arbre, les couverts végétaux, le, la non-mise des sols à nu. Mais déjà, c'est une erreur de penser qu'en bio, il ne faut pas mettre d'engrais, par exemple. C'est important que. Après, bon, c'est très très compliqué, parce que on a pensé pendant des nombreuses années que je prends tant, je dois donner tant. Mais en fait, ça marche pas tout à fait comme ça. C'est très très compliqué. En fait, on va appeler ça une relation un peu une méthode holistique. En fait, c'est un tout. Si vous apportez ça, comment ça va être dégradé? Est-ce que ce que vous avez apporté, c'est sous forme organique, minérale? Est-ce que ça va être assimilé par les plantes? Est-ce que ça a besoin de passer par des champignons, des bactéries? Est-ce que les vers de terre vont intervenir? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Donc, après, qu'est-ce qu'on va mettre? Un amendement, un engrais. Est-ce qu'on. Après, là, un niveau très important, c'est les pesticides. C'est pas parce que c'est un pesticide bio ou c'est pas parce que on fait du. Alors, il y a déjà deux choses. Il y a des gens qui vont dire, bah, en bio, on met pas de pesticides. Alors, ça, c'est complètement faux. On met des pesticides bio simplement. Et en fait, c'est des pesticides qui seront pas issus de synthèse. Donc, après, un pesticide, quel que soit bio ou pas bio, il va avoir un effet. Sinon, c'est pas un pesticide. C'est qu'il va soit détruire un insecte, détruire une plante, détruire quelque chose. Après, ça peut être plutôt quelque chose qui va stimuler les algues, les orties, les extraits de plantes. Mais un pesticide, même bio, va modifier la vie du sol. Donc, alors je vais prendre plusieurs exemples rapidement. Déjà, quand un pesticide ne veut pas dire les substances bio, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Ça, c'est très important et il y a beaucoup de gens qui le pensent même pas. Par exemple, je vais mettre du cuivre. Après, la bouillie bordelaise pour traiter mes tomates contre le mildiou. Alors, le cuivre, après, selon le pH du sol, selon l'activité du sol, et en fait, il va s'accumuler dans le sol. En fait, vous allez accumuler du métal dans le sol. Et au final, quand le taux de métal sera trop élevé, ben, ça prend des années, hein, des 50 années. Il peut que le sol, si ça a été fait de façon trop intensive, que le sol se stérilise. Donc après, dans le sol, il y a des équilibres de minéraux qui sont très fragiles. Donc il y a des complexes. Souvent, c'est le complexe argilo-humique. Donc il y a des relations avec le calcium, qui est Ca2+, qui va prendre des interactions, des anions, des cations. C'est super compliqué. Mais si vous voulez apporter un minéral, un engrais, on va modifier. Après, il y a des pesticides il y a plein de substances dans la nature qui sont très dangereuses. Et, il y a des poisons très très puissants dans la nature. Et par exemple, le pyrètre végétal,
il est suspecté de tuer des insectes. L'huile de Nîmes, elle est suspectée de désorganiser et tuer les insectes. Il y a certaines plantes aussi qui ont des perturbateurs endocriniens, des substances même nocives pour l'homme. Donc il y a même des insecticides bio, des- des pesticides bio qui ont été retirés euh, de, qui ont de l'homologation a été retirée car elle était même dangereuse pour l'homme. Donc un pesticide bio, c'est même dangereux. Donc en fait, le mieux, et par exemple, si on met du sel, donc le sel, on peut en mettre un petit peu, il y en a qui vont se servir pour désherber, pour tuer les limaces, mais en fait, on va apporter quelque chose, un minéral dans le sol, chlorure de sodium, qui va réagir dans le sol, alors, et qui va être déséquilibré, qui peut tuer les animaux, qui peut stériliser le sol. Donc après aussi, quelque chose d'important, c'est il y a le pesticide bio ou la substance. Et en fait, des fois, c'est les résultats de la décomposition qui vont être plus toxiques que le pesticide bio en question. Donc en fait, le mieux, ce serait. Et après, il y a une question est-ce que c'est un particulier ou un professionnel qui va faire un traitement bio? Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'après, par exemple, le maraîcher, même bio, quand il va vendre ses légumes, bah, s'il a des salades toutes trouées mangées par les limaces, s'il a des courges avec plein de taches, en fait, les gens, ils voudront pas acheter, en fait. Ou ils vont être plus méfiants. Donc, même un professionnel bio, il va souvent faire des traitements bio, car c'est pour sa vente. Et en plus, là, on parle de petites tâches, mais en fait, on peut tout perdre sa récolte. Donc, un professionnel bio qui va investir 2000 euros de frais de culture et qui va tout perdre à la fin, qui perd toutes ses tomates avec le mildiou, c'est son salaire à la fin du mois qui va être impacté. Donc un pesticide bio, que ce soit le vinaigre, bicarbonate, bouillie bordelaise ou autre pesticide bio, c'est comme un pesticide bio. Donc en fait, le mieux, ce serait de faire agir tout le système, les interactions avec les plantes, le sol, le renforcement des plantes, les variétés, pour ne en utiliser le moins possible. C'est pas toujours facile, mais par exemple pour les tomates, on peut choisir des variétés les plus tolérantes au mildiou, même si c'est difficile. Après, avoir de la prévention, couvrir ses tomates. Euh, Après, par exemple pour les limaces, ne pas tirer les limaces. Donc en mettant des choses humides au pied des limaces. Après, il peut y avoir des pièges bio. Bon, après, il y a toujours la question est-ce que ça va tuer les insectes, les repousser, push-pull, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est important de savoir, à avoir à l'esprit que bio ne signifie pas ne pas traiter, ne signifie pas dangereux, et ça va signifier qu'on va quand même modifier le système. Donc on tente des expériences, que ce soit des interactions, des synergies, des associations de culture, afin de réduire ou de arrêter le traitement biologique